Son d'entreprendre. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast, toujours avec des indépendants soutenus par UCM. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une entrepreneure très spéciale pour vous parler d'un sujet important, mais souvent tabou, le burn-out. Nous allons tenter de le démystifier tout en parlant d'entrepreneuriat avec Lisiane Delaney, la fondatrice de l'ASBL SOS Burnout. Un sujet on ne peut plus d'actualité dont on va discuter tout de suite dans le Son d'entreprendre. C'est donc Lisiane qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Lisiane, comment vas-tu ? Bonjour, très très bien, merci. Tu es donc la fondatrice de SOS Burnout. Est-ce que tu peux un peu me présenter ta boîte en quelques mots ? Oui, alors SOS Burnout, c'est une association qui est agréée par l'AVIC en prévention du burn-out et promotion de la santé. Donc, l'association a été fondée en 2022 dans le but vraiment de pouvoir lutter contre les inégalités sociales, financières et contre ce fléau que l'on connaît malheureusement de près ou de loin tous, le burn-out. Tu sais quoi avant de lancer SOS Burnout ? Alors, donc moi, je suis physicienne à la base, scientifique. J'ai travaillé de nombreuses années dans le pharma et le monde médical jusqu'à subir moi-même un burn-out sévère, jusqu'à une dépression. Et donc, je me suis dit, mais comment est-ce possible que la souffrance des personnes qui subissent un problème de santé mentale ne soit pas mieux reconnue ? C'est la raison pour laquelle j'ai voulu construire cette association pour vraiment prendre par la main les personnes en burn-out. Il y a 2 associations actuellement. Donc, la première a été fondée en 2022 et concerne vraiment la prévention du burn-out et la promotion de la santé mentale, d'une bonne santé mentale. Et la deuxième association, c'est une association qui contient un centre thérapeutique et qui est aussi subventionnée pour le retour au travail des malades de longue durée. Donc, on a un projet avec Randstad et le Forum pour le retour au travail des malades de longue durée pour burn-out. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais bien qu'on parle un peu du burn-out en tant que tel. C'est quoi un burn-out ? Alors, un burn-out, donc le burn-out peut toucher différentes sphères de la vie. On dit souvent que le burn-out touche les sphères que le corps ou que le cerveau peut connoter comme du travail. Donc, c'est-à-dire le burn-out professionnel, le burn-out parental, parce qu'il y a toute une série de choses qui sont liées à la parentalité qui sont obligatoires. Ça peut être le burn-out de l'aidant, ça peut être de l'aidant proche, on en parle régulièrement, ça peut être le burn-out du sportif. Alors, comment ça se matérialise ? Donc, le burn-out, en fait, c'est pas encore reconnu par l'OMS comme une maladie. Cependant, on voit les impacts corporels sur le corps vraiment très importants. Donc, en fait, le burn-out, c'est un épuisement. Moi, je dis que c'est un épuisement physique, cognitif et émotionnel parce que toutes les sphères sont touchées. Il y a aussi bien des symptômes physiques. On a un peu toute une panoplie de symptômes. La plus importante, c'est aussi le dérèglement du cortisol. On entend souvent parler de cette hormone. Il y a tout ce qui est le burn-out sévère est caractérisé par vraiment, si on fait des coupes du cerveau, on voit en fait l'impact du burn-out sur différentes sphères du cerveau, sur différentes parties du cerveau, pardon. Il y a aussi des personnes qui, par exemple, souffrent d'acouphènes, elles souffrent de maux de dos, maux de tête, maux de ventre, etc. Au niveau cognitif, il y a des personnes, par exemple, faire 8+6 quand on est physicien, comme moi je l'ai vécu. 8+6, c'est plus possible quand on est en burn-out sévère. Oui, ça va jusque-là. Donc, il y a par exemple, se garer, aller sur une place handicapée, on ne s'en rend pas compte, s'enfermer à l'extérieur. Ça, c'est toutes des petites choses qui font que on voit vraiment l'impact. Et au niveau cognitif, les troubles de la mémoire, on ne retient plus rien. On met par exemple 1 heure ou toute une journée pour écrire un petit mail. C'est pour ça que c'est très compliqué quand on est en burn-out aussi de prendre son téléphone et d'appeler un professionnel. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a voulu vraiment avoir une plateforme en ligne assez intuitive que l'on améliore progressivement pour vraiment prendre la personne par la main. Il y a aussi toute la sphère émotionnelle qui est impactée. C'est-à-dire, il y a vraiment, à terme, il peut y avoir jusqu'à une dépersonnalisation. C'est là où les soignants, par exemple, appellent leurs patients par des numéros. S'ils vont jusque-là,
la prothèse de la chambre 7, par exemple, des choses comme ça, où en fait, tout cet aspect émotionnel, il y a tout ce qui est conflit. Donc, on voit vraiment un clivage entre la personne, l'entourage et ses autres collègues, par exemple. Elle s'isole de plus en plus. Donc, vraiment, symptômes liés à tout ce qui est physique, émotionnel et cognitif. Est-ce qu'il y a un profil type de personne qui est plus susceptible d'être touchée par le burn-out ou ça concerne vraiment tout le monde ? Potentiellement, ça pourrait concerner tout le monde. Cependant, il y a quand même des facteurs de risque qui sont liés à l'individu. Donc d'abord, ce qu'il faut mentionner, c'est que ce sont des personnes qui sont en général les bons travailleurs. Celui qui s'en fout de son travail, il ne va jamais tomber en burn-out. Celui qui s'en fout, entre guillemets, de la parentalité, il ne va pas tomber en burn-out aussi. Donc, ce sont souvent des personnes qui sont perfectionnistes. Bien qu'une personne non perfectionniste pourrait tomber en burn-out, par exemple, dû au harcèlement, ce ne sont que des facteurs de risque, en fait. Donc, il y a tout ce qui est perfectionnisme. Il y a aussi tout ce qui est trouble de l'attachement, ce qui pourrait avoir comme conséquence en fait une gestion des émotions compliquées. Donc par exemple des personnes qui ont difficile à réguler leurs émotions. Ça aussi, c'est un facteur de risque. Donc, est-ce que je peux en rajouter d'autres liés à la personne ? Oui, peu de ressources aussi. Des personnes, par exemple, qui sont... c'est assez étrange, mais on a observé ça scientifiquement. Une personne qui, par exemple, est célibataire, elle a plus de chances de tomber en burn-out qu'une personne qui sera en couple, pour autant que le couple fonctionne bien. On est d'accord que si le couple ne fonctionne pas, évidemment, ça rajoute un facteur de stress supplémentaire. Et donc, il y a quelques années, tu es toi-même touché par un burn-out. À quel moment tu décides vraiment de lancer ta boîte au final ? En fait, l'idée date de 2018. Ouais. Donc vraiment, en juin 2018. Et c'est drôle parce que je me dis, oui, il faut faire quelque chose, on va le créer en 2018, en juin 2018. Et puis, je vois un subside de Maggie de Bloch. Bon, à ce moment-là, j'étais en plein burn-out. Donc, je ne l'ai pas mis tout de suite en place. J'ai vraiment entendu d'être sortie de là-bas et aussi de me former moi-même pour pouvoir créer l'ASBL. À quel moment tu t'es rendu compte que tu as été trop loin ? Est-ce qu'il y a eu des signaux d'alerte qui t'ont dit non, là c'est bon, je n'en peux plus, je suis en burn-out ? Alors, il faut savoir que c'était pas mon premier épisode. Donc, j'ai eu déjà des signaux d'alerte avant, mais à chaque fois, les médecins me disaient c'est le stress. Mais moi, je ne voulais pas l'entendre. En tant que scientifique, je ne voulais pas l'entendre. Je me dis, mais non, il doit y avoir une cause physiologique autre que le stress. Je n'imaginais pas. Donc, en fait, j'étais comme un zombie. Parce que j'ai été beaucoup trop loin. Donc, j'étais un zombie. J'avais plein de problèmes qui survenaient. Genre, j'étais tout le temps malade. Je criais. J'étais plus moi-même. Je buvais trop aussi. Ça aussi, c'est un des symptômes, et ça, on l'observe aussi chez nos patients. La boisson, le cannabis. Enfin, bon, je n'ai pas été au cannabis, mais bon, bref, mais c'est aussi des symptômes. Les personnes augmentent. Pourquoi ? Parce que la boisson permet momentanément d'atténuer cette boule de stress qui se matérialise sur le corps, mais ce n'est que momentané parce que le lendemain c'est pire et puis on a la culpabilité, etc. Donc il y a aussi le fait que j'avais déclenché énormément d'allergies. Donc du coup, je faisais des crises, c'était horrible. Donc j'ai parlé tout le temps malade, problèmes intestinaux. Moi, je dormais bien, trop justement. Je devais tout le temps faire des siestes. J'étais en zombie. Quand je suis allée chez le médecin, c'était vraiment ça que j'étais dans la salle d'attente. C'est ce que je me rappelle. Et aujourd'hui, qui sont tes clients, si on peut les appeler comme ça ? Alors, comme il y a 2 associations, la deuxième a été fondée en 2024. Ouais. Donc on a pas mal de... on va l'appeler public cible. Notre public cible, c'est bien sûr la population générale en prévention, les politiques, parce qu'on fait aussi du plaidoyer
pour expliquer un petit peu comment il faut gérer la crise, ce nombre de personnes en incapacité et invalidité. Aussi, tout ce qui est professionnel de la première ligne de soins, parce que la première personne que le patient va voir quand il souffre, c'est son médecin généraliste. Et donc, il est important que le médecin généraliste puisse avoir toutes les clés en main pour diagnostiquer, faire un diagnostic différentiel entre un burn-out, quelqu'un qui exagère, ou une dépression, ou autre chose, parce que finalement, l'épuisement, on peut être épuisé pour d'autres choses que du burn-out. Hein. C'est vraiment important de prendre la personne dans son ensemble et de faire un diagnostic complet pour ne pas se tromper de diagnostic et de pathologie. Hein. On a pas mal de publics différents. Au niveau de la deuxième association, là, c'est vraiment plutôt des patients, en fait. Que ce soit pour le projet de centre thérapeutique ou pour le retour au travail, où on est à plusieurs endroits en Wallonie, sont des patients qui peuvent nous contacter pour avoir un accompagnement pluridisciplinaire. Et ton autre association, donc plus thérapeutique, oui. Vous collaborez avec combien de patients ? Tu as un chiffre Alors, à communiquer ? c'est pour le centre thérapeutique en tant que tel, ce sont plus les indépendants qui gèrent, donc ça, je ne peux pas le dire. Par contre, pour notre projet de retour au travail qui est complètement subventionné, gratuit pour les bénéficiaires, c'est un projet sur Namur, le Hainaut, et sur le Béoué, où on peut avoir un accompagnement de 135 heures pour minimum 120 bénéficiaires. Ah. Et c'est complètement gratuit et sans engagement. Je veux dire, l'idée à la fin, si la personne n'est pas apte à retourner au travail, elle n'y retourne pas. Mais nous, on lui a donné toutes les clés, en fait, que l'on pouvait pour l'aider au mieux dans sa recherche du travail et aussi dans sa levée des freins. Parce que nous, donc, comme on est en partenariat avec Randstad, eux s'occupent vraiment de tout ce qui est bilan de compétences, tout ce qui est réorientation, orientation. C'est ce que je vais te demander, ça se passe comment concrètement, ce trajet de réinsertion ? Alors, donc la personne, si elle est intéressée de nous rejoindre, elle peut nous envoyer un mail sur le secrétariat. Ensuite, nous, on transfère la demande à Randstad via le Forum parce que c'est subventionné Forum et il faut que la personne soit inscrite. Alors, le trajet, d'abord, commence par une présélection au niveau de Randstad pour être sûr que la personne soit dans les conditions. Parce qu'évidemment, comme c'est un trajet sur 6 à 8 mois, si la personne n'a pas d'énergie, c'est impossible de recommencer. Donc, il faut vraiment que la personne ait retrouvé un peu d'énergie. Donc, cela doit être un burn-out aussi. Et il faut avoir stabilisé ses comorbidités. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est si on a un trouble cardiaque, évidemment, il faut que ce soit stabilisé. Si la personne est bipolaire, il faut que ce soit une bipolarité stabilisée. Parce qu'en 6 à 8 mois, c'est pas possible de travailler sur tous les aspects. Donc, basé là-dessus, après, c'est nous qui réalisons le diagnostic avec des psychologues, une équipe. Donc, nous, on a une équipe pluridisciplinaire. Et il y a différents accompagnements. Il y a du coaching, il y a évidemment tout ce qui est psychothérapie, indispensable, de la kiné, de la sophrologie. On est aussi en partenariat avec Mélimpus, qui fournit un outil de réalité virtuelle pour le retour au travail. Donc, ça immerge le patient dans le monde du travail, dans le but de les préparer au mieux. Et ça fonctionne bien ? Oui. Donc, nous, on teste justement, c'est un outil qui est en train d'être validé scientifiquement. Et donc, oui, il est pour l'instant utilisé. Oui, ça fonctionne assez bien. Il y a aussi l'aspect bénévolat, parce que pour moi, en fait, passer de « je ne fais rien », je ne travaille pas, je suis chez moi, à « je retravaille à 100%, du jour au lendemain, c'est impossible. Je l'ai vécu, beaucoup l'ont vécu, c'est impossible de passer de 0 à 100 comme ça. Et donc, il y a aussi un partenariat avec des structures, notamment via Charleroi, etc., pour remettre progressivement au travail, via du bénévolat, les patients. Ok. Et donc, pour moi, c'est vraiment indispensable d'y aller progressivement. Et c'est la psychologue qui dit go, no go pour commencer du bénévolat. Un des volets aussi de cette remise à l'emploi, je crois que c'est l'entrepreneuriat. Oui.
Tu peux m'en dire un peu plus? Alors oui, c'est aussi une possibilité que les personnes qui passent par ce trajet peuvent faire via une structure d'accompagnement. Attention que beaucoup de personnes, après un burn-out, se disent, voilà, j'ai vécu un burn-out en tant que salarié, je me lance indépendant. Moi-même, j'ai vécu un burn-out en tant que salarié, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Il faut faire tout un travail, je pense. Vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Et c'est pour ça qu'alors on observe parfois des catastrophes au niveau des chiffres de suicides qui sont émis notamment par Impasse dans la passe, parce que les personnes se relancent dans l'entrepreneuriat en s'imaginant j'ouvre mon registre de commerce et le lendemain j'ai plein de personnes qui vont venir. Voilà, moi je dis il faut vraiment être accompagné par une structure spécialisée pour ne pas se planter. On a encore eu le cas que je ne citerai évidemment pas, mais d'une personne qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat, qui a fait faillite, qui a fait une tentative de suicide. Donc ça nous arrive régulièrement, des personnes avec des cas très complexes ou des gens qui doivent squatter chez un copain parce qu'on leur a mangé leur maison. Donc, on ne se lance pas entrepreneur et indépendant n'importe comment et dans n'importe quelles conditions. Il faut absolument faire un business plan et un business model Canva, par exemple, pour être sûr que ça tienne la route, quoi. Tu collabores aussi avec UCM dans le cadre d'ateliers de sensibilisation. Tu organises quoi comme atelier ? Alors, donc c'est un atelier qui est destiné plutôt aux entrepreneurs et aux indépendants. Donc, en fait, c'est l'idée de leur expliquer comment ne pas tomber. Enfin, en tout cas, leur donner quelques clés parce que comment ne pas tomber, c'est... Voilà, donner quelques clés pour éviter de s'épuiser. Comment faire pour ne pas s'épuiser, en fait. Quelles sont les ressources auxquelles je peux faire face? Parce qu'il y a des ressources auxquelles on ne pense pas. Comme lesquelles? Je dis par exemple son mari. Si on est... ça, c'est l'humour, hein, parce que le mari, parfois, n'écoute pas, il ne comprend pas. Donc ça, voilà. Mais... les enfants, si ça se passe bien, ça peut être une ressource. Ou à l'inverse, ça peut être un stresseur. Et pour une personne, une chose peut être une ressource. Pour une autre, c'est un stresseur. C'est ça qu'il faudra bien comprendre aussi. Et c'est ça que je vais un peu expliquer. Puis ce que je vais expliquer aussi, c'est ma réalité en tant qu'entrepreneur de 2 associations et moi-même indépendante complémentaire. Donc expliquer comment moi, je ne tombe pas malgré que j'ai eu un burn-out sévère. Quels conseils tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent pour éviter le burn-out ? Alors, plusieurs conseils. Comme j'expliquais tout à l'heure, l'idée, c'est de trouver des ressources. Soit d'en parler, d'aller voir rapidement un professionnel formé, comme par exemple un psychologue ou un psychothérapeute qui a des outils, dès que l'on sent les premiers symptômes. Parce que tout seul, c'est très difficile de trouver des solutions parce qu'on ne les voit pas. Quand on est dans le cas, on est un peu englué comme ça. Et en fait, ce qui est important, c'est de prendre un peu une position méta et d'essayer de voir quels sont qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc, par un professionnel formé, dès qu'on a les premiers symptômes, que mettre en place d'autres. Comme je dis, trouver des ressources, peut-être lever un peu le pied si c'est possible. Moi, par exemple, dans mon job, il y a des moments où je me sens beaucoup plus fatiguée. J'ai cette flexibilité qu'il y a des moments où je me permets de un peu moins travailler et à d'autres, je travaille comme une dingue. Donc, en fait, je m'écoute. L'idée, c'est de s'écouter. Là, souvent, les personnes qui sont en burn-out, c'est comme s'il y avait se couper en fait, des sensations corporelles pour aller plus loin et plus longtemps. Et ce qui est important, c'est justement s'écouter et voilà, peut-être lâcher un peu du lest. Pour autant qu'on puisse le faire. Bon, là, moi, j'ai mes propres horaires, etc. Je bosse beaucoup, indépendamment de ça. Hein, mais il y a des moments où je me dis, non, là, je commence plus tard et je finis un peu plus tôt parce que j'en ai besoin. Si on a cette flexibilité, c'est une des ressources aussi. Peut-être en parler aussi à son manager, parce que je vois beaucoup de boîtes où les managers sont de plus en plus ouverts. Et il est possible, parce que souvent les personnes se disent « non, je vais faire tout seul, je ne délègue pas », mais il est possible aussi parfois, quand on en parle à son manager, que certaines personnes de l'équipe puissent reprendre aussi. Ça, je l'ai déjà entendu dans des grosses boîtes. Donc,
ce n'est pas une fatalité, c'est aussi possible de repasser la marche arrière et de ne pas tomber plus loin. L'idée, c'est justement de le prévenir, mais je pense que la communication, c'est primordial et aller bien s'entourer d'un thérapeute adéquat. Ce sont quoi les erreurs les plus fréquentes que font les chefs d'entreprise ou les managers et qui peuvent causer le burn-out de leurs salariés ? Donc, il y a beaucoup de choses, évidemment, que l'on peut dire. Moi, une des choses que je peux constater et qui met beaucoup de stress, c'est vraiment le pointage. Je trouve ça hyper contre-productif, mais vraiment parce qu'en fait, on arrive même à un désengagement des salariés. Bon, je suis dans une position où je parle à beaucoup de patrons et beaucoup de salariés, etc. Et on voit vraiment un désengagement où les personnes attendent devant la pointeuse pour pointer. Pour moi, c'est justement l'inverse. Et ça rajoute beaucoup de stress parce que dans une de mes boîtes, je devais arriver pour 9 heures. Bon, j'habitais pas trop loin, mais il arrive toujours bien un moment où les enfants doivent être conduits plus tard à l'école, où il y a un bouchon pas possible et arriver pour 9 heures, c'est juste pas faisable. Et donc, ça rajoute un stress supplémentaire. Moi, ce que je ferais, c'est vraiment travailler sur plutôt la flexibilité. Je comprends pourquoi c'est fait. Je veux dire, c'est... Comme dans tout, il y a de l'abus. Et donc, les patrons deviennent frustrés et se disent, finalement, maintenant, j'instaure le pointage. Je les comprends. Mais sachez que c'est pas comme ça qu'on a des personnels motivés, quoi. Comment est-ce qu'on sensibilise un entrepreneur ou une autre personne qui se croit à l'abri ? Alors, comment sensibiliser ? De plusieurs manières différentes. D'abord, je pense que ce qui est important, c'est de montrer les chiffres. Ça, c'est mon côté scientifique, évidemment. Donc, 525 000 personnes fin 2023 étaient en arrêt maladie, dont un quart le sont pour des problèmes liés à la santé mentale, tels que dépression et burn-out. On parle des chiffres. Ensuite, ce qui est aussi important, c'est vraiment de montrer l'impact corporel, avec notamment des coupes du cerveau via l'IRM, des IRM, etc., qui montrent vraiment, notamment au niveau des burn-out sévères, l'augmentation du volume de l'amygdale. Il y a vraiment tous des mécanismes qui sont plus expliqués par le médecin chez moi, qui montrent vraiment l'impact colossal. Il y a aussi le fait que quand on est en burn-out, en fait, le burn-out, c'est aussi un déséquilibre hormonal. C'est-à-dire que on a le cortisol qui, d'abord, augmente très, très fort. Et puis, quand on arrive à un burn-out sévère, il s'écroule. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas une mesure, on ne peut pas quantifier, il n'y a pas un marqueur biologique du burn-out. Parce que, oui, on peut voir, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir vraiment que ce cortisol est très élevé, donc il y a probablement beaucoup de stress. Mais il y a aussi d'autres pathologies qui créent aussi que ce cortisol peut être très élevé. Et à l'inverse, à un certain moment, il s'effondre. Donc, on pourrait dire, non, finalement, la personne n'est pas en burn-out, n'est pas en dépression, etc. Donc, il n'y a pas de marqueur biologique. Donc, c'est vraiment montrer tous les impacts. Et je comprends, je veux dire, c'est pas évident parce que quand on est patron, entrepreneur, moi je le dis souvent, et que l'on a des personnes qui sont en arrêt maladie, c'est très compliqué. Ça se dit pas souvent, donc moi j'ai toujours tendance à penser et à parler un peu à contre-courant, mais en tant que patron, gérer des absences maladie, c'est extrêmement complexe. Surtout maintenant où le gouvernement a décidé qu'il n'était plus autorisé de faire des absences, des certificats médicaux de plus de 3 mois. Bon, je ne sais pas où ça en est exactement au niveau des lois, mais en tout cas, c'était l'idée. Mais alors, du coup, on a des certificats d'une semaine, de 15 jours qui sont prolongés ad vitam. Mais comment faire pour faire fonctionner une boîte ? Ça, c'est ce que les patrons me disent. Comment faire pour faire fonctionner une boîte dans ces cas-là ? Est-ce qu'ils peuvent remplacer ? Est-ce qu'ils ne peuvent pas ? Il y a l'histoire du salaire garanti. Donc, je veux dire, ça n'aide absolument personne, ces malades de longue durée. C'est un petit peu toute l'explication de... comment sensibiliser les entrepreneurs ? C'est leur parler leur langage. C'est pour ça que je me suis permise de parler sans langue de bois, on va dire, parce que c'est ce qu'ils vivent. Si on continue à juste leur dire, vous avez autant de salariés, regardez, c'est les symptômes, etc., uniquement, ils vont se dire, oui, mais moi je souffre derrière, je dois porter toute la boîte alors que j'ai X malades. Ce qui n'est pas simple. Donc vraiment, parler leur langage et aussi se mettre à leur point de vue. J'ai été salariée pendant une grande partie de ma vie.
Et ce qui est drôle, c'est que j'en voulais à mes patrons. Comme la plupart des salariés d'ailleurs. Et maintenant, je suis patron et je fais juste ce que je peux. Donc voilà. Et comment tu fais quand même pour ne pas ramener toutes ces histoires? Parce que j'imagine que tu dois entendre des histoires difficiles. Comment est-ce que tu fais pour ne pas les ramener chez toi? Je crois que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent comme coach après un burn-out, qui veulent aider leurs prochains. Mais si on n'a pas suffisamment travaillé sur soi, c'est comme ça qu'on a des catastrophes. Parce qu'il n'y a rien à faire, il faut éviter de projeter nos croyances, nos mal-être vers l'autre personne qui souffre. Donc, pour moi, si les personnes doivent aller voir quelqu'un, d'abord quand on est au début en arrêt maladie, au début de l'arrêt maladie, plutôt un psychologue, éventuellement son médecin généraliste. Et puis, pour le retour au travail, on peut aller voir un coach. Et il faut que ce soit un coach suffisamment formé. En effet, parce que si on n'a pas suffisamment travaillé sur soi, on peut s'effondrer très facilement, ce qui n'est pas mon cas. Je dois bien avouer que je sais mettre une barrière. Et au contraire, moi, je ne travaille que dans ce cadre. C'est-à-dire que je connais exactement mes limites. Je ne pourrais pas travailler pour d'autres thématiques telles que le cancer, les enfants, etc. Dans ce cadre, moi, je fonctionne très bien. Est-ce que tu as gardé contact avec certaines personnes que tu as pu aider? Oui, c'est drôle. Je ne vais pas trop raconter les histoires, mais je retrouve des personnes qui se lancent en tant qu'indépendants du tout début et qui me remercient. Je trouve ça extraordinaire. Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a particulièrement marqué? Justement, un entrepreneur qui était épuisé. Qui n'était plus capable de payer ses salariés, de payer ses factures, etc. Pendant des mois, qui a dû faire appel à un avocat et qui s'est retrouvé à la rue, à tout perdre aussi. Et t'as su l'aider? Oui, on a su l'aider progressivement à remonter, et puis la solidarité aussi a fait que le fait que l'on ait vu qu'il est noté sur les réseaux, du coup tout un élan de solidarité s'est mis en place. Je suis aussi dans un domaine où moi-même pendant mon burn-out j'ai fait du bénévolat, et donc ce qui est vraiment hyper motivant et ce qui me conforte dans l'idée de continuer, c'est de rencontrer toutes ces belles personnes qui donnent sans compter, et il y en a. Donc, je trouve que c'est important de voir... Oui, OK, il y a tout le contexte géopolitique, il y a tout le mal-être, la pression, les difficultés, mais à côté de ça, il y a des gens qui sont juste extraordinaires. On va rester là-dessus. Merci Lisiane pour ce beau témoignage. Nous, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à réécouter les anciens épisodes. À très vite. UCM, indépendant et uni.